sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Vous pouvez avoir l'impression que ces questions sont inutiles, tellement la réponse semble aller de soi. Pourtant, c'est bien plus complexe. Notre identité et nos origines ont fait l'objet d'une falsification historique qui nous conduisent aujourd'hui à répéter que nous sommes des sous-hommes, que nous ne sommes pas entrés dans l'histoire, que nous n'avons rien inventé, que l'Occident nous a apporté la civilisation. Autant de mensonges tissés de fil blanc pour nous soumettre et nous spolier. Et nous, que faisons-nous, les Africains? Accepter ces mensonges ou les dénoncer? Pour le think tank 1puissance 55, ni l'une ni l'autre, nous avons identifié notre mission, contribuer aux côtés des autres Africains à rétablir la vérité historique. C'est pourquoi nous avons initié cette série de vidéos sur les grands traits de l'histoire de notre peuple. Au moment où Internet nous offre la possibilité d'accéder à des ressources documentaires immenses, nous devons nous armer de science jusqu'aux dents, comme le disait si bien Cheikh Anta Diop. Pour trouver notre mission et la remplir, nous avons entrepris de creuser le passé pour savoir qui étaient nos ancêtres, pour savoir ce qu'ils ont fait, pour savoir dans quel contexte et pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait. Tout cela pour fixer nos repères aujourd'hui. Une première capsule nous a permis de découvrir les ancêtres de l'Antiquité, ces Égyptiens qui étaient tellement purs, tellement justes, tellement riches, tellement beaux, tellement vertueux, qu'ils étaient admirés par le monde entier. Les Grecs, surtout, ils communiaient avec les dieux des autres peuples du monde entier, car ces dieux étaient leurs frères. Les conquérants essayaient de les attaquer pour prendre possession de ces terres verdoyantes, conviviales, généreuses. Aujourd'hui, nous consacrons une attention particulière à la deuxième génération, celle de la fin de l'Antiquité et du début du Moyen-Âge, celle-là même qui est constituée des descendants des Égyptiens. Certains d'entre eux ont fui le pays après l'installation des Assyriens, des Perses et des Grecs pendant 1500 ans. Cette génération multiplie des efforts pour reconstituer la puissance africaine. Ayant quitté l'Égypte, ils ont rallié plusieurs territoires au sud de la vallée du Nil, dans l'intérieur. Ils ont retrouvé sur place des royaumes millénaires, florissants, peu connus, comme leurs ancêtres. Ils feront face à d'autres attaques, celles des marchands et des guerriers almoravides qui divulguent l'islam au moyen de l'épée. C'est surtout la génération au cours de laquelle l'histoire a été falsifiée pour renverser les valeurs et préparer la guerre la plus longue de l'histoire de l'humanité, la guerre de 400 ans, qui fera l'objet de notre troisième capsule. Au Moyen-Âge tardif, l'Europe est plongée dans l'obscurantisme. Le servage connaît ses heures de gloire. Des paysans travaillent jour et nuit à nourrir des nobles, des seigneurs ventrus, propriétaires terriens, paresseux et cruels. Leur organisation sociale s'articule autour d'une vie de cour, où les courtisans se livrent aux intrigues, aux commérages et aux vices. Le christianisme naissant est violent. Le fanatisme et l'intolérance ont pignon sur rue, ce qui engendre la chasse aux sorcières. L'Église juge sans principe contradictoire, condamne sans appel et brûle toute personne est accusée de pratique de sorcellerie. À tort ou à raison, les guerres font rage, telles que la guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre. On note aussi les guerres privées, les guerres justes, entre guillemets, 8 croisades en 2 siècles. Last but not the least, la peste noire décime 50% de la population européenne en 6 ans, de 1347 à 1352. Face à la peste noire, l'Europe est impuissante et désarmée. Pas de médicaments, les morts s'accumulent. Pendant ce temps, que fait l'Afrique? Que se passe-t-il en Afrique? Nos ancêtres érigent de grands royaumes au sud de l'Égypte. Pour les auteurs d'Histoire générale de l'Afrique, tome 4, cette période est, je cite, un moment capital dans l'évolution historique de l'ensemble du continent, à plus d'un titre. Période privilégiée s'il en fut, où l'on voit l'Afrique développer des cultures originales et assimiler les influences extérieures, tout en gardant sa personnalité. La période que nous couvrons dans cette chronique concerne une partie du Moyen-Âge et s'étend jusqu'à l'arrivée des Portugais sur les côtes africaines. Dans cette période, l'Afrique post-pharaonique enregistre des bouleversements d'un genre nouveau liés à la religion, donc à la vision du monde, à la vision des richesses. La dégénérescence de la vie africaine a commencé avec l'islam qui se propage, charrié par les commerçants et les guerriers almoravides qui arrivent en Afrique du Nord. Conquièrent tout de suite l'empire du Soudan. Ensuite, ils attaquent l'empire du Ghana en 1050 et le conquièrent définitivement en
1976. Puis c'est le tour du Mali, de Gao, du Soudan oriental. Mais bien qu'elle s'installe dans la conquête et la guerre d'occupation, l'islam ne bouleverse pas radicalement les structures traditionnelles. Elle est domestiquée, pratiquée de façon originale et personnelle. L'Afrique s'ouvre aux influences étrangères tout en gardant sa personnalité. De plus, l'islam ne se propage pas dans tout le continent, ce qui laisse aux autres royaumes d'Afrique la faculté de rester eux-mêmes. Les différentes régions de l'Afrique disposent de royaumes bien organisés, gouvernés par des États structurés, des souverains qui portent des noms qui varient. Au Soudan, on l'appelle le Kaya Magan, c'est-à-dire le roi de l'or. Au Monomotapa, il est le Mwene Motapa, le seigneur des terres dévastées. Au Mali, c'est le Mansa, c'est-à-dire le roi des rois. Au Songhai, on l'appelle l'Askia, c'est lui qui est plein de lumière. Au Kanem-Bornou, on l'appelle le Maï. Ces souverains font régner l'harmonie entre les différents clans ou lignages qui sont la forme de base de l'organisation étatique fédérale. Le clan ou lignage est la forme rudimentaire de l'État. Les membres du clan ou du lignage se reconnaissent un ancêtre commun et vivent sous l'autorité d'un chef élu ou d'un patriarche. La fonction essentielle de celui-ci est de veiller à un partage équitable des revenus du groupe. Il est père nourricier, père justicier. Le clan vit sur un territoire au contour précis ou bien possède un domaine de parcours si ses membres s'adonnent à l'élevage itinérant. Fin de citation, le tome 4, Histoire générale de l'Afrique. Dans cette génération, la technoscience est domestiquée à l'instar de ces constructions architecturales en pierre qui forceront le respect des Portugais. Pensez à la céramique, à la vannerie, au tannage, au travail du bois, l'extraction du sel. L'art est florissant. L'agriculture est pratiquée dans la vallée du Nil. Le commerce intra-africain est prospère. Sur les routes du désert, des caravanes de 6 000 voire 12 000 chameaux transportent or, ivoire, céréales, savates, peau, cotonnade. Ces relations commerciales intenses n'ont d'égal que les échanges culturels et les échanges d'idées. Le commerce avec le reste du monde s'intensifie. Les riches comptoirs de Sofala, de Kilwa et de Mogadiscio deviennent des débouchés de l'Afrique vers l'océan Indien. Pendant des siècles, des historiens occidentaux ont prétendu que ces mystères architecturaux étaient l'œuvre des Phéniciens. Récemment, des chercheurs ont démontré le contraire. Preuve à l'appui, ils ont épluché des sources linguistiques, archéologiques et anthropologiques. Pensez à David Randall McIver, archéologue, égyptologue. Pensez à Gertrude Catton Thompson, archéologue. Basil Davidson, historien anglais. Pensez à Brian Murray Fagan. Les auteurs du tome 4 d'Histoire générale de l'Afrique ont mené des recherches approfondies dont le résultat a été validé par l'UNESCO. Le Monomotapa, le Congo, le Zimbabwe n'ont pas connu de contact avant l'islam. En clair, ce que les Portugais verront à leur arrivée relève du génie africain dans sa pureté et son exclusivité. Outre l'arrivée de l'islam, cette période est marquée par la genèse du racisme. Rappelons-nous, dans l'Antiquité grecque, être noir entre guillemets était synonyme de grandeur, de noblesse, de richesse, de vertu. Car les dieux grecs étaient africains, ils quittaient l'Olympe une fois par an pour aller festoyer avec les Éthiopiens. Cela durait 12 jours par an. En fait, ils retournaient chez eux. Les Grecs le savaient et enviaient les Africains pour cela. Pensez à Rousseau qui écrivait qu'il aurait voulu protéger ce sanctuaire afin que personne n'y entre pour le corrompre et que personne n'en sorte pour aller se faire corrompre. Plusieurs sources disposent des traces de cette supériorité, de cette puissance. Pensez au dictionnaire universel français et latin de Trévoux. Je cite, « C'était plus valorisant d'avoir la peau noire. » Chez les Romains, le visage basané était une marque de vertu. La pâleur était une marque de mollesse et de volupté. Au contraire, un visage noir et brûlé était regardé comme un signe de courage et de valeur. Les Africains n'ont jamais traité les autres peuples avec mépris. Le peuple africain digne d'éloge, car malgré sa supériorité, il n'a jamais soumis les autres peuples. Il a traité tout le monde avec respect, a accueilli tout le monde avec hospitalité. Avec l'adoption du christianisme comme religion officielle de l'Empire romain par l'empereur Constantin, commence une vaste entreprise de dénigrement des Africains. Dès lors, il y a un renversement de valeurs. Les Africains sont désormais peints comme la marque du diable, du démon, de l'infériorité, de la malédiction. Les officiels de Rome
identifient Isis et les Éthiopiens comme un obstacle. Ils comprennent que pour s'imposer, ils doivent briser la vertu associée aux Africains, briser le culte d'Isis, qui était la religion de l'Antiquité. Jaloux de la religion privilégiée entre les dieux Zeus, Poséidon et les Africains, jaloux de l'origine africaine des dieux grecs, le clergé de l'église officielle naissante se joint à ce dénigrement. Des écrits sont publiés qui peignent le diable en noir. La malédiction de Cham est inventée et les anciens dieux grecs sont blanchis. Le culte d'Isis était en vigueur en Éthiopie, en Égypte, en Grèce, partout en Europe. La ville de Paris a été fondée en hommage à la déesse Isis qui y était adorée dans l'Antiquité. Et désormais, l'Église s'arrange pour effacer toute trace de ces cultes dans toute l'histoire de l'Europe. Le clergé et les érudits prétendent que les dieux ont été noircis par le péché. Donc, la connotation de noir, entre guillemets, change. Alors que dans les écrits de l'Antiquité, le noir était synonyme de pureté. Désormais, il est symbole de péché. Raison pour laquelle la représentation des dieux et déesses change. Pensez au traité des 3 états différents du Fils de Dieu en sa génération, dans son incarnation et aux 5 sacrements, paru en 1681, je cite. Le profane gentilité, c'est-à-dire les non-juifs, n'a que de faux dieux noircis de crimes, mais le Dieu du christianisme, qui est le seul, unique et vrai Dieu, est orné de toutes les vertus. Fin de citation. Pensez à Sidoine Apollinaire, poète gallo-romain. Pensez à Johannes Cassianus du 5e siècle. Pensez au livre Considérations sur l'état présent de la colonie française de Saint-Domingue, 1777, je cite. « Et il faut accabler la race des Noirs d'un si grand mépris que quiconque en descend jusqu'à la 6e génération soit couvert d'une tache ineffaçable. » Pensez au dictionnaire universel de 1727. Les païens adoraient des dieux noircis de crimes. Les rabbins juifs et les arabes se joignent à ce délit de sale gueule lancé par la littérature patristique et la littérature monastique. Comme nous le constatons, nos ancêtres de la 2e génération avaient le devoir de faire revivre la gloire de leur père, partis d'Égypte après le démantèlement de la puissance africaine de l'Antiquité. Ces diasporas égypto-nubiennes se dispersent ça et là. Ils rejoignent les royaumes florissants de l'intérieur de l'Afrique. Une nouvelle page de la puissance africaine s'écrit loin de l'Égypte, mais avec la même vertu, le même sens de la justice. Inscrits dans ce nouvel environnement, les Africains ont fait leur part. Organiser des sociétés fortes, innover, produire, partager la richesse, échanger avec les voisins. Bref, ils tenaient debout, dans la dignité et l'indépendance, la fierté et l'estime de soi, tout seuls, avec leur ingéniosité. Ils avaient des religions naturistes, respectueuses de l'environnement écologique. Ils réglaient leurs différends avec des guerres qui duraient peu, un jour, généralement. Et le vainqueur ne soumettait pas le vaincu, ne l'humiliait pas. Ils étaient tous ces êtres qui attirent l'admiration du reste du monde. Quand venait l'étranger, ils l'accueillaient avec bienveillance et lui donnaient le gîte et le couvert. Ils accueillaient les influences étrangères comme autant de richesses. Ils ne trahissaient pas leur être intime au profit de ce qui venait d'ailleurs. Mais bientôt, ils seront rattrapés par 2 faits historiques majeurs dont nous avons parlé tantôt. L'adoption du christianisme comme religion officielle de Rome antique et l'arrivée de l'islam dans le nord du continent. Quand les rois africains se convertissent à l'islam, qui est la religion des envahisseurs, des conquérants, des prédateurs, ils changent de vision sans le savoir. Ils jettent désormais sur les richesses de leur royaume un regard étranger. Dans cette génération, nous voyons la différence fondamentale qui existe entre 2 types de monothéisme étranger. D'une part, le christianisme local, pratiqué en Abyssinie, une religion indépendante, dénuée de toute volonté de laver le cerveau des pratiquants, une religion contrôlée de l'intérieur. Et d'autre part, l'islam, la religion contrôlée par l'envahisseur, qui s'en sert pour laver le cerveau et faciliter la prédation. Cette génération n'a pas su que le combat allait se dédoubler, à la fois du champ de la violence et celui de la représentation. Alors que les Almoravides utilisent la ruse pour convertir les rois africains à l'islam, les premiers chrétiens de Rome entreprennent de falsifier l'histoire, de remplacer la vérité par le mensonge. Ils changent la connotation de noir et de blanc. Peu à peu, ils modifient les mentalités au sein de leur société qui sont désormais prêtes pour un monde de racisme. Auparavant, dans cette société,
On enviait l'Africain. On voulait être à sa place du fait de sa vertu, de sa richesse, de sa complicité avec les dieux. Avec la nouvelle religion, la nouvelle propagande, les nouvelles générations progressivement nourrissent le mépris pour l'Africain. Ils le voient comme un sous-homme, un animal, un objet. Vous l'avez compris. Ils posent les bases de ce qu'on appellera plus tard l'esclavage. La falsification de l'histoire prendra des siècles pour s'installer et provoquer le crime le plus horrible de l'histoire de l'humanité, le crime contre l'Afrique. Venant de ces contrées lointaines, plongées dans les ténèbres, où la falsification de l'histoire a germé et grandi lentement mais sûrement, les Portugais abordent les côtes africaines à la recherche de l'or. Comment se comportent-ils face aux merveilles des royaumes africains? Comment les Africains ont-ils accueilli les Portugais? Que se passe-t-il après le contact avec les Espagnols, les Français, les Belges qui suivront les Portugais en Afrique? Comment expliquer la décadence des royaumes africains au contact des missionnaires, marchands et aventuriers européens? Nous répondrons à ces questions dans la troisième partie de cette plongée dans les combats de nos ancêtres. Si vous appréciez ce que nous faisons, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Impuissance 55. Activez la cloche de notification pour être alerté à chaque nouvelle publication. Laissez également vos commentaires pour nous aider à cerner les sujets à venir. Il faut que la lumière soit faite sur notre passé au bénéfice des générations à venir. C'était Maurice Simodium du think tank Impuissance 55.